toutes et tous et merci d'abord à M. Lacroix et à toute l'organisation de ce colloque de m'accorder ce temps de parole, en fait, comme vient de le dire M. Lacroix, sur un sujet qui est rarement peut-être abordé en histoire de l'art. Je voudrais d'abord préciser que ma pertinence aussi à vous parler de lutherie, un métier que je n'exerce pas moi-même, vient de mon expérience de plusieurs années en gestion dans des ateliers de lutherie à Montréal et aussi de mes activités de collectionneur. D'autre part, d'un chantier de recherche en histoire de la facture et du commerce des instruments de musique que j'entretiens depuis près de 15 ans et que je poursuis présentement à la maîtrise en histoire. J'aimerais enfin souligner le travail de mes collègues chercheurs, les luthiers Richard Benoît et Rémi Rouleau, à la réflexion autour de ce document dont il est question aujourd'hui. Donc, cette présentation envisagera l'atelier de lutherie comme un espace complexe d'interaction. C'est un lieu symbolique où la création négocie avec la tradition et l'esthétique. C'est également un site de négociation où dialoguent les compétences du luthier et du musicien afin d'optimiser les capacités de l'objet sonore. Dans son atelier, le luthier transforme la matière avec l'espoir d'atteindre le beau par l'habileté de sa main et la précision de son geste. Mais raffiner le thème de ses instruments demeure en fait son objectif premier. Le luthier est un personnage qui encore aujourd'hui revêt un fort mysticisme, un mysticisme qui est porté par l'image, par l'art, par la littérature. Ainsi, quand on entre dans l'atelier d'un luthier pour la première fois, on est pris d'un sentiment d'étrangeté qui peut s'avérer intimidant. On hésite entre rester ou fuir, mais on s'y trouve rapidement absorbé. C'est pas seulement l'endroit, mais aussi ce qui s'y déroule et de quelle façon. Ce mysticisme, on peut chercher parfois à le capturer, à le conserver. C'est alors que l'atelier fait œuvre et devient objet de collection. Comme au musée de Mirecourt d'ailleurs, où on a tenté de conserver l'esprit d'un atelier dans sa matérialité, en préservant l'atelier Jérôme comme un espace muséal in situ. Ou à Nashville, où l'atelier du luthier et musicien Guy Clark est exposé dans un musée aussi dans l'état exact que le luthier l'avait laissé à son décès. À Montréal aussi, on assiste à cette proximité du musée de l'atelier avec l'économusée de la lutherie qui est situé juste au-dessus de l'atelier de Jules Saint-Michel. On a peu de façons, en fait, d'appréhender l'atelier de lutherie au Québec avant la Deuxième Guerre mondiale. Mis à part peut-être la série de photos de Conrad Poirier, de l'atelier boutique de Rosario Forget vers 1940, ainsi qu'un cliché d'Augustin Lavallée à son établi, qui date du début du 20e siècle. C'est donc ici qu'intervient le journal d'atelier de Rosario Bayer, un document d'archives qui se présente à l'historien comme un témoin des préoccupations de ce luthier dans son atelier montréalais de l'entre-deux-guerres. C'est un journal qui recense d'abord les instruments fabriqués par Bayer, mais il consigne également une multitude d'informations sur ses manières de faire, ses inspirations, son réseau, ses ressources, et témoigne du processus créatif, en fait, de cet important luthier québécois. Le document a été conservé grâce à l'historienne de la musique Cécile Huot, qui a consacré un article à Bayer dans les Cahiers canadiens de la musique à l'automne 74. Ensuite, il a été préservé par les luthiers montréalais Pierre Charette et Hélène Cossette, puis remis en 2015 à l'École nationale de lutherie. Avant d'aller plus loin, quelques notes biographiques sur Bayer. Il est né à Saint-Paulin, en Mauricie, en 1875 et il rend l'âme à Montréal en 1944. Il a fabriqué une soixantaine d'instruments. Et selon le luthier Rémi Rouleau, il est certainement l'un des plus illustres luthiers de l'époque et un des premiers Québécois à pousser l'apprentissage auprès de luthiers réputés à l'étranger, comme on le fait d'ailleurs depuis longtemps en art et en musique. Bayer travaille d'abord comme un menuisier de boiserie haut de gamme et réalise son premier violon en 1896. Il se forme à l'industrie des instruments et à la lutherie américaine chez Joseph Bowman à Chicago au début du siècle, durant un séjour de quelques années aux États-Unis. À son retour, il ouvre avec son frère une boutique atelier rue Amherst, maintenant à Tatéken, en 1916. Donc, il poursuit de même sa formation aussi en même temps avec un cours à distance de la British Violin Making Guild, puis lors de ses jours à Paris durant les années 20 auprès du luthier français Émile Germain. Pour bien saisir en fait le contexte de ce journal, il importe de dire quelques mots rapides sur la lutherie artistique. Bayer ne s'est pas publiquement revendiqué d'une lutherie artistique comme peut-être son collègue Cyrus Martin,
Mais sa démarche correspond parfaitement, hein. Le concept de lutherie artistique naît au 19e siècle, au même moment où sont sacralisés les grands maîtres de la lutherie, et qu'on assiste à une nette augmentation de la production d'instruments de fabrique, en fait, à la division souvent moulée plutôt que sculptée. Donc, c'est dans cette dichotomie qu'apparaît le violon d'auteur, hein, du luthier qui fait le beau, dira-t-on, à la main et en entier. C'est une activité dite artistique où le luthier-auteur applique son identité à l'œuvre en tant qu'artiste. Ce statut est construit et conditionné par son rapport au public également, hein, comme le souligne l'ethnologue David Charras. La situation du luthier-auteur n'avait lieu d'être que là où le luthier et sa clientèle nouaient des relations qui signifiaient l'inscription du produit dans un rapport personnel, son adaptation à l'artiste musicien et son attribution à l'artiste luthier. Donc, ces instruments prennent place aux côtés des anciens, hein, dans des boutiques qui fonctionneront de plus en plus sur une logique similaire au marché de l'art. Le violon s'apparente d'autant plus à la sculpture par ses formes et ses courbes, à la peinture par son vernis translucide et chaud et à sa couleur rouge, hein, qui ne laisse rarement indifférente. Et je suis sûr qu'on pense tous ici à cette scène classique du violon rouge de François Girard, qui, mon grand étonnement, a 25 ans cette année. Mais le violon est d'autant plus un objet technique, hein, producteur sonore, dont la variabilité dépend autant du matériau que de la main de l'artiste qui le fabrique que de celle qui le joue. Là où l'art contemporain cherche l'innovation, il n'y a pas un luthier de violon d'évolution dans l'esthétique du dessin du violon. La perfection des proportions a, semble-t-il, été atteinte depuis longtemps. On cherche maintenant à comprendre et à le raffiner. Donc, il pourrait être pertinent de présenter les fondements esthétiques de cette approche, mais précisons seulement pour l'instant que la singularité demeure une valeur cardinale dans la facture instrumentale d'auteur et se révèle aux yeux et aux oreilles, hein, évidemment, des experts dans les détails les plus fins. La quête sonore trouve sa voie dans une étude précise des dimensions des instruments, à la recherche de l'harmonie dans la densité de la matière. L'atelier de lutherie artistique où se négocie cette relation esthétique entre le neuf et la tradition s'occupe aussi de restaurer évidemment les instruments anciens et c'est une activité qui est également élevée là au statut d'art. Donc, pour l'atelier de Rosario Bayard, nous n'avons pas cherché à faire la généalogie des lieux de l'atelier de Bayard après 1944, mais drôle d'hasard, il y a quelques années, quand nous avons effectué nos recherches, s'y trouvait une galerie d'art, hein. C'est donc à cet endroit, là, sur Amherst, près de la rue Ontario, que s'établit Bayard et qu'il débute la rédaction de son journal d'atelier vers 1921. Donc, si vous le voulez bien, ouvrons donc ce journal. Hein, tout de suite, en deuxième de couverture, une photo de lui travaillant le violon d'Alfred de Sèvres, hein, au lac des Pins Rouges, à Saint-Paulin, en 1923, donc dans sa ville natale, qui nous montre qu'une partie aussi du travail pouvait se faire à l'extérieur des murs de l'atelier. Hein. On trouve aussi une photo de l'atelier de son maître, Émile Germain, sur la rue Bourdaloue à Paris, hein, créant un lien visuel entre l'atelier du maître et de l'élève. On trouve par ailleurs ce slogan promotionnel aussi qu'il a rédigé, qu'il inscrit là en deuxième de couverture. Voulez-vous un bon instrument? Insistez pour avoir ceci. On ne peut mieux y faire un choix. Les connaisseurs en sont d'avis. On dit qu'il est unique au monde. Notez-le bien. Rien n'est meilleur. Pensez-y bien. Violon Bayard. Donc, en outre, les premières pages servent surtout à consigner des informations pratiques, hein, pour le travail dans l'atelier. L'interaction entre matériaux, environnement et le geste humain est omniprésent. On y retrouve, par exemple, la technique qu'il utilisait en atelier pour plier les éclisses à l'eau bouillante et au fer chaud, ou une recette pour traiter les crins de chevaux là utilisés pour la mèche des archets. Côté instrument, le plus vieil instrument que l'on retrouve au registre est son violon numéro 19. Donc, on ne sait pas s'il a commencé à les numéroter dès ses premiers, mais à tout le moins, celui-là, le 19, est devenu célèbre pour s'être classé 6e à un concours de sonorité parisien entre moderne et ancien. C'est peut-être alors que Bayard a pris conscience de sa valeur en tant que luthier et qu'il a adopté le journal d'atelier, dans le fond, comme un outil, hein, qui lui permettrait de raffiner sa production en consignant rigoureusement là, des informations importantes sur ses violons, ainsi que sur les violons qui l'inspirent le plus. Donc, ce violon, hein, numéro 19, fabriqué en 1919, était la possession du musicien Claude Champagne, qui était alors à Paris. D'ailleurs, n'ayant pas terminé à temps le violon qu'il souhaitait inscrire au concours, a demandé à Claude Champagne de bien vouloir soumettre son violon
là-bas à Paris pour lui permettre de participer. Donc, à son étonnement, hein, c'est un violon qu'il considérait moins bon que celui qui était en cours de fabrication, le violon termina 6e devançant des instruments de grand maître. C'est ici un premium là, pour sa réputation locale, hein, dont il fera usage tout au long de sa carrière. Comme pour l'ensemble des informations qui sont consignées dans ce journal, assez peu concernent l'esthétique hein, ou le visuel de l'instrument. Ce qui occupe le luthier, c'est visiblement la quête d'une sonorité, hein, puis elle est sans fin. Par exemple, même si ce violon lui a valu une reconnaissance en 1921, il le détable, donc il enlève la table d'harmonie en 1932 pour regraduer les épaisseurs de la table d'harmonie, n'étant probablement pas satisfait alors de ses capacités sonores ou de l'évolution de l'instrument dans le temps. Donc l'œuvre demeure inachevée, hein, comme on le constate. Il consigne aussi quelques mesures par rapport à cet instrument-là, ainsi que la tonalité de la table et du fond. Il va le faire pour à peu près tous ses instruments aussi, d'ailleurs. Plusieurs pages sont dédiées aussi à des mesures d'instruments qui l'inspirent, hein, qu'il observe de première main ou qu'il transcrit de sources secondes. Par exemple, on retrouve sur 2 pages cette analyse d'un violon Gant Bernardel de 1877. Bayer prend des notes sur la barre d'harmonie et surtout sur les épaisseurs de l'instrument. Il ne cherche pas, comme je disais, à consigner des infos sur l'apparence ou le contour, mais consigne plutôt différentes mesures. Plusieurs pages sont également dédiées simplement à des photos d'instruments hein, qui l'inspirent, qui sont tirées de publications là, de lutherie spécialisées comme la revue de Strad. Les entrées pour ses propres instruments sont parfois plus simples hein, et notées sur un autre système avec une demi-page en haut pour la table d'harmonie et le bas de la page, dans le fond, pour le fond de l'instrument, donc le dos. Il accorde une grande importance toujours au bois et identifie sans faute la provenance toujours en haut de page. D'ailleurs, Bayer change régulièrement de source de bois hein, d'un instrument à l'autre. Par exemple, ici, là, pour les 4 instruments réalisés à l'été 1922, on en voit 2 ici, le numéro 26 est fabriqué de bois du lac des Pins Rouges, hein, encore toujours son village natal. Et Bayer prend note de la densité du grain, de la teinte de ce bois. Les 3 autres de cet été, là, 1922, seront fabriqués de bois européen pour leur part. Comme on l'a vu pour le numéro 19, il note le travail fait sur l'instrument après l'avoir terminé également. Dans ce cas, le remplacement subséquent de la barre d'harmonie. Donc, comme je disais tantôt, l'œuvre reste inachevée hein, et plusieurs indices là, nous montrent qu'il retravaille ses plus vieux instruments au fil du temps. Comme ici pour les violons 47 et 48, on le voit ici au travers de toutes les notes qu'il a pu prendre sur ces instruments-là. On voit qu'il les a regradués respectivement là, 6 et 5 ans après les avoir terminés. Donc, Bayer ne cesse jamais d'expérimenter avec différentes provenances de bois. Pour le numéro 40, il utilise par exemple du bois qui s'est procuré de la célèbre atelier de Hill Sons à Londres. Et pour une rare fois, en fait, il indique le coût de ces matériaux. Pour son 41, à la page de droite, on voit que c'est un bois qu'il y a eu en cadeau de Joseph Cadieux. Joseph Cadieux étant un acteur, un musicien et luthier amateur hein, qui exerçait là, de façon artisanale. Et déjà en 1881, le Canada musical parle en fait d'un violon de Joseph Cadieux hein, sous le modèle, le système de Savart, là, le violon trapézoïdal. Donc Cadieux est possiblement une influence aussi, une influence locale sur le travail de Bayer, à tout le moins pour les matériaux, là, comme nous l'indique le journal. Hein. Bayer consigne aussi les marques d'identification, étiquettes, marques au fer et différentes inscriptions là qu'il va inscrire dans ses instruments. On voit un modèle de l'étiquette, dans le fond, qui a été apposé au fond de l'instrument, mais aussi il nous informe qu'il a imprimé le nom Bayer au tanceau de la tête et des R au niveau des tanceaux des F. Mais à chaque nouvel instrument, on découvre aussi un nouvel acteur autour de l'atelier. Hein. Les transactions et l'aspect économique se résument souvent au nom de l'acheteur et parfois au prix vendu. On voit sur cette page 200 $ un violon numéro 30 vendu à Omer Dumas ou le 31 vendu à Hector Paul. C'est un violon d'ailleurs qui est réapparu sur le marché là il y a quelques années. On repère aussi plusieurs musiciens professionnels autour de l'atelier de Bayer.
Précisons que plus qu'un outil, l'instrument de musique devient souvent partie intégrante de l'artiste, du musicien, développant avec lui une relation unique dans un registre d'intimité et de passion qui est rarement égalé. L'instrument s'inscrit donc comme nul autre objet dans la vie du musicien. Se révèle naturellement l'attachement profond entre musique et lutherie et leur interdépendance. On peut alors insister sur l'importance de l'adéquation entre l'instrument de musique et le luthier et le musicien. Une relation développée par le musicien avec son instrument qui nécessite l'intervention d'un spécialiste souvent, qui possède une compréhension adéquate de sa fonction et de sa nature. Encore une fois, David Charras souligne qu'il y a un besoin pour l'instrumentiste de trouver secours et conseil dans ses relations parfois difficiles avec son instrument et que l'atelier est un lieu de rencontre autour d'objets que l'un et l'autre ont appris à apprécier jusqu'à la passion, où ils travaillent ensemble sur le réglage de la sonorité de l'instrument. Excusez-moi. J'achève. La présence de musiciens est au cœur de la vie donc de l'atelier, et le journal de Bayard en évoque plusieurs. On voit ici Alfred de Sèvres, Omer Dumas, Albert Chamberlain, Lucien Labelle. Donc, en fonction de cette interaction, on retrouve donc aussi des notes sur les réglages de sonorité, comme on voit ici, donc le placement de l'arme, le réglage de sonorité qui se fait par le placement de l'arme et un petit bâtonnet à l'intérieur de l'instrument qu'on ajuste avec un outil qu'on appelle la pointe aux armes. Ces musiciens sont tous aussi des professeurs et à ce compte une relation de référencement bilatéral au pair entre luthier et professeur. Les élèves s'en remettent souvent à l'avis du professeur pour le choix d'un instrument et le luthier, à son tour, va référer un professeur, des fois à des jeunes débutants qui visitent l'atelier. C'est le cas de Jean Vallerand qui deviendra critique musical et secrétaire du Conservatoire de musique de Montréal sur de nombreuses années. Il se rappelle dans son jeune temps l'importance de Bayard en disant « J'éprouverai toujours beaucoup de reconnaissance envers Bayard, le luthier de la rue Amherst, qui m'avait dirigé vers le professeur de 20 ans. » Il parle de Lucien Sicotte ici, qui est un nom qu'on retrouve aussi régulièrement dans le journal de Rosario Bayard. Donc, en conclusion, on constate par ce journal que les influences sont multiples. Ils viennent de France, des États-Unis, de l'Angleterre, mais proviennent aussi d'instruments de toute époque qui inspirent son travail. Comme ébéniste, Bayard possédait déjà la kinésique du travail du bois, et ce dont témoigne le journal, c'est surtout la scientificité de la démarche dans une quête infinie de raffinement sonore. L'atelier, à ce moment-là, se révèle comme un site de négociation entre tradition et nouveauté, avec les matériaux dans la création de l'instrument et avec les musiciens aussi, toujours dans la recherche du beau et dans le son. Donc, voilà, je vais conclure là-dessus, j'ai dépassé mon temps, mais je voulais remercier l'École nationale de lutherie en terminale qui conserve ce document et qui m'a permis aussi d'accéder au document pour en faire une analyse. Donc, voilà. Et merci à tous pour votre attention.